En 1857, une plantation de la Louisiane a cessé de produire une seule goutte de sucre, et jamais plus aucun homme blanc ne put y mettre les pieds sans ressentir une terreur inexplicable dans les veines. Ceux qui ont témoigné parlent encore, 60 années plus tard, de nuages noirs traversant le ciel du delta, et d'un silence absolu, plus terrifiant qu'aucun cri. Mais personne ne parle de celle qui savait. Avant de commencer à vous raconter cette histoire qui a transformé la terre la plus prospère de St. James Parish en un lieu abandonné, je vous invite à vous abonner à cette chaîne. Et dites-moi dans les commentaires de quelle ville nous écoutez-vous ce soir. Maintenant, laissez-moi vous emmener vers une époque où le silence des champs de canne masquait des vérités bien plus sombres que les ombres elles-mêmes. Le delta du Mississippi, en 1856, ressemblait à un monde à part, une province oubliée même par ceux qui la gouvernaient depuis la Nouvelle-Orléans. Les plantations s'étendaient comme des royaumes indépendants, séparés par des marécages impénétrables, des bayous où l'eau stagnante reflétait un ciel métallique et des rangées infinies de cannes à sucre qui ondulaient sous les vents humides venus du golfe du Mexique. C'était une terre d'extrême, richesse insolente pour quelques-uns, souffrance indicible pour beaucoup d'autres. La plantation Belle-Rive occupait près de 1200 arpents le long d'un méandre paresseux du fleuve. Elle avait été établie au début du siècle par une famille française qui avait fui Saint-Domingue après la Révolution haïtienne, emportant avec elle ses méthodes, ses préjugés et une peur viscérale de tout ce qui ressemblait à une rébellion. Les nouveaux maîtres, les Lavallières, avaient reconstruit leur fortune pierre par pierre, acquisition par acquisition, jusqu'à posséder l'une des exploitations les plus rentables de la région. Leurs champs produisaient un sucre réputé jusqu'à Boston, et même exporté vers l'Europe. La grande maison se dressait sur une légère élévation, protégée des crues par un remblai construit à la sueur de centaines d'hommes et de femmes. C'était une demeure imposante, de style créole, avec une galerie sur 2 niveaux soutenue par des colonnes blanches, désormais tachées par l'humidité constante. Des chênes centenaires drapés de mousse espagnole encadraient l'allée principale, créant une cathédrale végétale qui inspirait le respect et la crainte. À l'arrière s'étendaient les quartiers des esclaves, une 50aine de cabanes disposées en rangées strictes, construites en planches mal équarries et surmontées de toits de bardeaux qui prenaient l'eau dès les premières pluies de l'automne. En cette année 1856, Belle-Rive comptait 187 âmes asservies. Des hommes, des femmes, des enfants dont les noms figuraient dans les registres de propriété avec la même froide précision que le bétail. Ils travaillaient du lever au coucher du soleil, et souvent bien au-delà pendant la récolte qui s'étendait de septembre à janvier. Les journées commençaient avant l'aube avec le premier son de la cloche, et se terminaient dans l'épuisement absolu, les mains déchirées par les feuilles tranchantes de la canne, le dos brisé par les charges impossibles. Le maître de Belle-Rive, en 1856, était Édouard Lavallière, un homme de 43 ans au visage marqué par l'alcool et le soleil impitoyable de la Louisiane. Il avait hérité la plantation de son père 5 ans plus tôt, mais contrairement à celui-ci qui maintenait un certain paternalisme calculé, Édouard gouvernait par la terreur pure. Son contremaître, un certain Amos Ridley, originaire du Kentucky, était connu dans tout le delta pour sa brutalité. On racontait qu'il avait été chassé de plusieurs plantations plus au nord pour avoir tué un homme d'un coup de fouet mal placé. À Belle-Rive, il avait trouvé un employeur qui non seulement tolérait, mais encourageait ses méthodes. La société louisianaise de cette époque vivait dans une contradiction permanente. D'un côté, elle se voulait raffinée, francophone, catholique, héritière d'une tradition européenne de courtoisie et de culture. Les familles comme les Lavallières possédaient des bibliothèques, recevaient des journaux de Paris avec 6 mois de retard, organisaient des bals où l'on dansait encore des contredanses en écoutant Mozart. De l'autre côté, tout cet édifice reposait sur un système d'une cruauté méthodique, une machinerie d'exploitation humaine maintenue par la violence quotidienne et la menace constante. Les lois de l'époque étaient claires et implacables.
Le code noir louisianais, bien qu'officieusement adouci depuis l'époque espagnole, restait un instrument de contrôle total. Les esclaves ne pouvaient se déplacer sans permission écrite, se réunir en groupe de plus de 5 personnes, posséder quoi que ce soit en propre. Toute tentative de fuite était punie de mutilation, marquage au fer rouge, vente vers les plantations encore plus terribles du Deep South. Et surtout, depuis les événements de Saint-Domingue et la révolte de Nat Turner 25 ans plus tôt, une paranoïa permanente habitait tous les propriétaires. La peur d'un soulèvement général, d'une vengeance sanglante qui réduirait à néant leur monde. C'est dans ce contexte que vivait une femme dont le nom véritable a été effacé des registres après les événements. Les quelques documents qui subsistent l'appellent simplement Céleste, un prénom qui lui avait été donné par ses propriétaires précédents. Elle était arrivée à Belle-Rive en 1853, achetée lors d'une vente aux enchères à la Nouvelle-Orléans. Elle avait alors 28 ans et venait d'une plantation de la région de Natchitoches où elle avait été séparée de ses 2 enfants, vendus séparément selon la pratique courante qui brisait systématiquement les familles pour éviter tout attachement durable. Céleste ne ressemblait pas aux autres femmes des quartiers. Elle possédait une connaissance qui dépassait ce que les maîtres estimaient nécessaire ou même prudent pour les asservis. Dans sa jeunesse, avant d'être vendue vers le sud, elle avait appartenu à une famille de marchands de Charleston, qui l'avait employée comme domestique de maison. Là, contrairement aux lois qui interdisaient l'instruction des esclaves, une vieille gouvernante française lui avait secrètement appris à lire. Cette compétence interdite, Céleste l'avait cachée comme un trésor dangereux, ne la révélant jamais, l'utilisant avec une prudence extrême. Mais sa véritable connaissance, celle qui allait tout changer, lui venait d'ailleurs. Sa grand-mère, une femme née en Afrique et amenée de force en Amérique dans les cales d'un navire négrier, lui avait transmis un savoir ancestral sur les plantes, les insectes, les rythmes de la nature. Dans la cosmologie de son peuple d'origine, les abeilles n'étaient pas de simples insectes. C'étaient des messagères entre les mondes, des créatures qui comprenaient les secrets que les humains avaient oubliés. Sa grand-mère lui avait enseigné comment observer leurs danses, interpréter leurs mouvements, comprendre leurs besoins et leurs colères. À Belle-Rive, Céleste travaillait principalement au champ, mais pendant les périodes moins intenses, on l'envoyait parfois aider à la grande maison ou dans le jardin potager qui fournissait la cuisine du maître. C'est là qu'elle avait découvert quelque chose que personne d'autre n'avait remarqué. Dans un coin reculé de la propriété, près d'un ancien hangar à outils abandonné, plusieurs ruches d'abeilles sauvages s'étaient établies. Les abeilles noires de Louisiane, une espèce particulièrement agressive, avaient colonisé les cavités d'un vieux chêne mort. Les Blancs les évitaient soigneusement. Et même les autres esclaves préféraient ne pas s'en approcher après qu'un homme avait été sévèrement piqué l'année précédente. Mais Céleste, elle, les observait. Pendant les rares moments de répit qu'on lui accordait le dimanche après-midi, elle se rendait près de l'arbre et restait immobile, écoutant le bourdonnement collectif, regardant les gardiennes patrouiller autour des entrées de la ruche. Elle remarquait comment elles réagissaient aux odeurs, aux mouvements brusques, aux vibrations. Elle comprenait leur organisation avec une clarté qui dépassait ce que n'importe quel apiculteur blanc de l'époque aurait pu imaginer. Ce que les maîtres ne savaient pas, ce que même la plupart des esclaves ignoraient, c'est que Céleste avait commencé à établir une relation avec ces créatures. Non pas de façon mystique ou surnaturelle, mais à travers une observation patiente et une compréhension profonde de leur comportement. Elle avait identifié quelles plantes attiraient les abeilles, lesquelles les calmaient, lesquelles, au contraire, les rendaient plus défensives. Elle avait découvert qu'en s'approchant de certaines manières, en respirant calmement, en évitant certains gestes, elle pouvait se tenir près des ruches sans être attaquée. Mais pourquoi cette connaissance? Quelle utilité pouvait avoir ce savoir étrange pour une femme qui survivait à peine d'un jour à l'autre? La réponse se trouvait dans un secret que Céleste gardait enfoui au plus profond d'elle-même. Elle n'avait jamais accepté sa condition.
Contrairement à ce que les propriétaires croyaient, contrairement à ce que leur idéologie leur permettait de concevoir, elle n'avait jamais intériorisé l'idée de sa propre infériorité. Elle savait qu'elle valait autant que n'importe quel blanc, que ses enfants arrachés à elle avaient autant de droit à la liberté que les fils du maître. Et cette certitude, nourrie en secret, protégée comme une braise sous les cendres, ne demandait qu'une occasion pour s'embraser. Le printemps de 1856 fut exceptionnellement sec. Le fleuve baissa jusqu'à révéler des bancs de sable que personne n'avait vus depuis des décennies. Dans les champs, la canne poussait mal, les feuilles jaunissaient prématurément. Édouard Lavallière, voyant ses profits menacés, réagit comme il savait le faire, en augmentant la pression sur ce qu'il possédait. Les journées de travail s'allongèrent, les rations diminuèrent, et le fouet d'Amos Ridley chanta plus souvent qu'à l'accoutumée. C'est en avril que survint l'incident qui allait tout déclencher. Une jeune fille nommée Thérèse, à peine 15 ans, s'effondra en plein champ sous le soleil de midi. Elle était enceinte de 4 mois, un fait que les contremaîtres connaissaient parfaitement, mais dont ils ne tenaient aucun compte. Quand elle tomba, Ridley, au lieu de lui permettre de se reposer, la frappa avec son fouet en hurlant qu'elle simulait la fatigue pour éviter le travail. Le cuir mordit sa peau à 7 reprises avant que d'autres femmes n'interviennent pour la protéger de leur propre corps. Céleste était à quelques rangées de là. Elle vit tout. Elle vit le sang qui maculait le dos déchiré de Thérèse. Elle vit Ridley rire en essuyant son fouet sur son pantalon. Elle vit Édouard Lavallière, qui observait la scène depuis son cheval, hocher la tête avec approbation avant de repartir vers la grande maison. Et quelque chose se brisa en elle. Non pas sa volonté, car celle-ci était depuis longtemps forgée dans l'acier, mais une dernière retenue, un dernier calcul qui lui disait d'attendre, de survivre, de ne pas risquer le pire. Cette nuit-là, Thérèse perdit son enfant. Elle gémit pendant des heures dans sa cabane, pendant que les femmes les plus âgées faisaient ce qu'elles pouvaient avec leurs connaissances limitées et leurs moyens inexistants. Le docteur Blanc de la paroisse ne fut jamais appelé. À quoi bon dépenser de l'argent pour une fille qui pourrait enfanter de nouveau? Le lendemain matin, alors que Thérèse pouvait à peine se tenir debout, Ridley exigea qu'elle retourne au champ. Quand elle protesta d'une voix faible, il la frappa de nouveau, cette fois avec son poing, la jetant à terre devant les autres. Céleste prit alors une décision. Pas un plan élaboré, pas encore, mais une certitude absolue qu'elle ne laisserait plus passer les jours dans l'inaction. Elle commença à observer différemment, non plus seulement les abeilles, mais toute la plantation, les allées et venues du maître et du contremaître, les moments où ils étaient seuls, vulnérables, les habitudes des autres surveillants blancs, la disposition des bâtiments, les vents dominants, la végétation autour de la propriété. Dans les semaines qui suivirent, Céleste intensifia ses visites aux ruches. Elle avait découvert quelque chose de crucial. Les abeilles réagissaient de manière prévisible à certaines substances. L'odeur de l'alcool les rendait agressives. Certaines huiles végétales aussi. Et surtout, elle avait remarqué que les vibrations fortes, comme celles produites par le battement d'un tambour ou le martèlement du sol, les mettaient en état d'alerte collectif. Les abeilles, comprit-elle, pouvaient être dirigées, pas contrôlées au sens strict, mais influencées, guidées, leurs instincts naturels de défense amplifiés et orientés vers une cible spécifique. Elle commença ses préparatifs avec une patience terrifiante. D'abord, elle localisa toutes les ruches de la propriété. Il y en avait plus qu'elle ne le pensait initialement. 7 colonies majeures réparties dans différents coins de la plantation. Des milliers et des milliers d'abeilles au total. Ensuite, elle entreprit de comprendre leur cycle. Quand étaient-elles les plus actives? Quand étaient-elles les plus défensives? Elle observa que les journées chaudes et humides, quand l'air était lourd et orageux, les abeilles devenaient particulièrement irascibles. Mais son plan nécessitait plus que de simples observations. Elle devait pouvoir les provoquer au bon moment, au bon endroit. Et pour cela, elle avait besoin d'outils,
de substances, de matériaux qu'une femme esclave n'était pas censée pouvoir obtenir. C'est là que son intelligence se révéla dans toute son ampleur. Elle commença à récupérer de petites choses, apparemment sans valeur, des bouts de tissu lors de la lessive, des fragments de cordes usées, de la graisse rance des cuisines, du bois pourri ramassé près des marécages. Personne ne remarquait ces disparitions minuscules. Qui se souciait d'un chiffon taché ou d'un morceau de bois vermoulu? L'été s'installa sur la Louisiane avec sa violence habituelle. Les températures grimpèrent jusqu'à dépasser les 37 degrés à l'ombre. Une ombre rare dans les champs de canne où il n'y avait aucun répit. L'humidité était si dense qu'elle semblait solide, palpable, étouffante. Dans ces conditions, les tensions à Bellerive atteignirent un niveau critique. Édouard Lavallière, inquiet des rendements insuffisants de ses champs et de ses dettes croissantes auprès des banques de la Nouvelle-Orléans, devint encore plus exigeant et colérique. Ridley, sentant la nervosité de son employeur, redoubla de brutalité pour démontrer son efficacité. 2 autres incidents vinrent aggraver la situation. En juin, un homme nommé Isaac tenta de s'enfuir. Il fut rattrapé après 3 jours dans les bayous par une patrouille de chasseurs d'esclaves accompagnés de chiens. On le ramena enchaîné à Bellerive, où Édouard Lavallière décida de faire un exemple. Devant tous les esclaves rassemblés de force, Isaac fut attaché au poteau de flagellation dans la cour principale. Ridley lui administra 50 coups de fouet, un nombre qui dépassait ce que la plupart des hommes pouvaient survivre. Isaac s'évanouit après le 23e coup, mais on jeta de l'eau sur lui pour le réveiller, et la punition continua. Quand on le détacha enfin, son dos n'était plus qu'une plaie ouverte. Céleste était là, forcée de regarder comme tous les autres. Elle vit les lambeaux de chair pendre du dos d'Isaac. Elle vit le sang former des flaques dans la poussière. Elle vit le sourire satisfait sur le visage de Lavallière. Et elle sut, avec une certitude absolue, que son plan n'était pas une folie, mais une nécessité, une justice que personne d'autre n'apporterait. Le 2e incident impliquait Céleste elle-même. Un après-midi de juillet, alors qu'elle travaillait dans le jardin potager de la grande maison, Édouard Lavallière sortit sur la galerie, un verre de whisky à la main. Il était déjà ivre à 3 heures de l'après-midi, une habitude qui s'était aggravée ces derniers mois. Il appela Céleste d'un geste impérieux. Quand elle s'approcha, gardant les yeux baissés selon la règle imposée, il lui ordonna de monter à l'étage de la maison. Son intention était claire et ignoble. Céleste se figea. Toute sa vie, elle avait développé des stratégies pour éviter ce type de situation. Se rendre invisible, s'assurer d'être toujours en présence d'autres personnes, paraître moins attirante en se salissant volontairement le visage. Mais à ce moment précis, seule face au maître, elle n'avait aucune échappatoire. Refuser directement signifierait une punition terrible, peut-être la mort. Obéir signifierait une violation qu'elle savait ne jamais pouvoir surmonter. Elle fit alors quelque chose d'extraordinaire et de dangereux. Elle regarda Lavallière directement dans les yeux, transgressant ainsi l'une des règles les plus sacrées du système esclavagiste. Dans son regard, il y avait une telle intensité, une telle absence de peur, que pendant une fraction de seconde, Édouard Lavallière recula. Ce ne fut qu'un instant. Mais cet instant changea quelque chose. Il lança son verre dans sa direction, l'atteignant à l'épaule, puis hurla à Ridley de la fouetter pour insolence. Elle reçut 10 coups qui lacérèrent le dos de sa robe et mordirent à sa peau. Mais elle n'avait pas cédé. Et lui, dans son esprit embrumé par l'alcool, ressentit une inquiétude vague qu'il ne sut pas identifier. Il y avait quelque chose chez cette femme, quelque chose d'insoumis qui lui rappelait les histoires terrifiantes qu'on racontait sur Saint-Domingue, sur les esclaves qui s'étaient soulevés et avaient massacré leur maître. Cette nuit-là, il fit un cauchemar, où des mains noires surgissaient de la terre pour l'étrangler. Il se réveilla en sueur, but une nouvelle bouteille et chassa ce rêve de son esprit. Céleste, elle, retourna à sa cabane en serrant les dents contre la douleur. Les autres femmes nettoyèrent de ses blessures avec de l'eau et des cataplasmes de feuilles. Elle ne pleura pas, ne gémit pas,
Elle resta silencieuse, les yeux fixés sur le plafond de planches mal jointes. Et dans ce silence, elle affina son plan. Elle savait maintenant que le temps pressait. Lavallière la voyait comme une menace potentielle. Tôt ou tard, il déciderait de la vendre, de s'en débarrasser. Elle devait agir avant. Les semaines suivantes, Céleste devint encore plus discrète, encore plus effacée. Elle travaillait sans jamais attirer l'attention, baissait la tête, répondait d'une voix à peine audible quand on lui adressait la parole. Pour les Blancs, elle redevenait invisible, ce qui était exactement ce qu'elle voulait. Mais pendant ce temps, son activité secrète s'intensifiait. Elle avait commencé à fabriquer ce dont elle aurait besoin. Dans un coin caché de sa cabane, dissimulée sous une planche descellée du plancher, elle accumulait ses outils. Des petits sacs de toile remplis d'une pâte qu'elle avait préparée avec de la graisse rance, de la sève d'arbre et des herbes odorantes. Cette substance, elle le savait d'après ses observations, rendait les abeilles extrêmement agressives quand elle était brûlée. La fumée émise contenait des composés chimiques qui mimaient les phéromones d'alarme des abeilles, déclenchant leur instinct de défense collective. Elle avait également récupéré plusieurs chemises usées appartenant à Lavallière et à Ridley, subtilisées lors du jour de lessive. Elle les avait cachées et laissées imprégnées de leur odeur pendant des semaines. Son plan reposait sur une compréhension que peu de gens à l'époque possédaient. Les abeilles identifient leur cible par l'odorat. Si elle pouvait marquer certaines personnes avec les odeurs qu'elle avait préparées, si elle pouvait ensuite déclencher l'agressivité des colonies au bon moment, les abeilles convergeraient naturellement vers ces cibles. Mais il y avait un autre élément, plus complexe, plus audacieux. Céleste avait réalisé que pour vraiment détruire Bellerive, il ne suffisait pas d'attaquer quelques personnes. Il fallait créer le chaos, la panique, rendre l'endroit inhabitable. Et pour cela, elle devait utiliser le feu. Non pas un simple incendie, mais un feu qui se propagerait de manière à sembler accidentelle, tout en étant dévastateur. Le feu dans les champs de cannes sèches, combiné à l'attaque des abeilles, créerait une confusion telle que personne ne pourrait réagir de manière organisée. Août arriva avec une chaleur étouffante et une sécheresse qui empirait de jour en jour. Les feuilles de canne craquaient sous les doigts, cassantes comme du papier. Le sol se fendillait en larges crevasses. La tension parmi les esclaves était palpable, mais ce n'était rien comparé à l'anxiété qui rongeait Édouard Lavallière. Ses créanciers de la Nouvelle-Orléans commençaient à envoyer des lettres de plus en plus pressantes. Si la récolte de cette année était mauvaise, il risquait la saisie. Toute sa fortune, tout ce que sa famille avait reconstruit depuis la fuite de Saint-Domingue, pourrait s'écrouler. Dans son désespoir, Lavallière prit une décision fatale. Il annonça que la coupe de la canne commencerait 1 mois plus tôt que d'habitude, en septembre au lieu d'octobre, pour profiter de ce qui restait de sucre dans les tiges avant qu'elles ne se dessèchent complètement. Cela signifiait un travail encore plus intense, des journées encore plus longues pendant la période la plus chaude de l'année. Plusieurs esclaves s'effondrèrent dès les premiers jours de cette nouvelle cadence. L'un d'eux, un vieil homme nommé Samuel, mourut d'un coup de chaleur en plein champ. On enterra son corps le soir même dans le petit cimetière sans marque, situé derrière les quartiers. Céleste vit là l'opportunité qu'elle attendait. La récolte précoce signifiait que les champs seraient remplis de cannes coupées et empilées, attendant d'être transportées vers le moulin. C'était du combustible parfait. De plus, pendant la récolte, le chaos régnait naturellement. Des dizaines de personnes se déplaçant dans tous les sens, des chariots qui allaient et venaient, des feux allumés pour brûler les déchets de la canne. Un incendie de plus passerait peut-être inaperçu suffisamment longtemps pour se propager de manière incontrôlable. Mais le timing devait être parfait. Elle choisit une date, le 15 septembre, un mardi. Ce jour-là, selon ses observations des années précédentes, un vent fort soufflait généralement du sud-est, parfait pour propager le feu vers la grande maison et les bâtiments principaux. De plus, elle avait remarqué que Lavallière et Ridley avaient l'habitude de se réunir dans le bureau de la grande maison en fin d'après-midi pour examiner les comptes de la journée. Ils seraient là,
ensemble, dans un endroit connu. La veille du jour choisi, Céleste ne dormit pas. Elle resta allongée dans sa cabane, écoutant les bruits de la nuit. Les grenouilles dans les marécages, le ululement lointain d'un hibou, les ronflements des autres femmes épuisées autour d'elle. Elle pensait à ses enfants, qu'elle n'avait pas revus depuis 3 ans. Où étaient-ils maintenant? Vivaient-ils encore? Quelque part en elle, une douleur sourde pulsait, un manque qui ne pourrait jamais être comblé. Mais cette douleur, au lieu de la paralyser, alimentait sa détermination. Ce qu'elle s'apprêtait à faire n'était pas seulement pour elle. C'était pour tous ceux qui avaient souffert à Belle-Rive, pour tous ceux qui souffraient partout dans ce système monstrueux. C'était un acte qui dirait « Nous ne sommes pas votre propriété, nous sommes des êtres humains et nous pouvons riposter ». Le 15 septembre 1856 se leva dans une brume épaisse qui montait du fleuve. L'aube était d'un rouge sang, un présage que les vieilles femmes auraient su interpréter si elles avaient été consultées. Mais personne ne demandait l'avis des vieilles femmes. La cloche sonna à 5 heures du matin, comme toujours, et les esclaves se traînèrent vers les champs dans la lumière grise et humide. Céleste travaillait mécaniquement, coupant la canne avec la machette émoussée qu'on lui avait donnée, empilant les tiges sur les côtés des rangées. Mais son esprit était ailleurs, repassant chaque étape de ce qu'elle allait faire. Elle avait caché ses outils dans des endroits stratégiques la semaine précédente. Les sacs de pâte inflammables près de 3 des 7 ruches principales. Les vêtements imprégnés de l'odeur de lavalière et Ridley dans un buisson près du bureau. Des amadous et des silex volés dans les réserves enveloppées dans un tissu huilé sous un vieux tronc d'arbre. La matinée passa avec une lenteur torturante. Le soleil monta dans le ciel, brûlant la brume, révélant un ciel d'un bleu impitoyable sans le moindre nuage. La chaleur devint écrasante. À midi, la température avait dépassé 38 degrés. Les abeilles, Céleste le savait, seraient déjà irritables dans ces conditions. Parfait. Vers 14 heures, elle demanda la permission d'aller aux latrines. Un besoin que les surveillants ne pouvaient refuser sous peine de voir les esclaves se soulager dans les champs même. Le surveillant blanc qui contrôlait sa section hocha la tête avec impatience. Elle partit en direction des latrines rudimentaires situées à la lisière du champ, mais dès qu'elle fut hors de vue, elle changea de direction. Son cœur battait si fort qu'elle croyait qu'on pouvait l'entendre. Si quelqu'un la découvrait maintenant, loin de son poste de travail, elle serait fouettée sans question. Mais elle avança, se déplaçant rapidement entre les rangées de cannes, utilisant leur hauteur pour se dissimuler. Elle atteignit la première ruche, celle dans le vieux chêne mort près du hangar abandonné. Elle récupéra le premier sac de pâte qu'elle avait caché là, ainsi que l'amadou et le silex. Ses mains tremblaient légèrement, mais elle les força à rester stables. Elle frotta le silex et l'amadou, créant des étincelles. L'amadou prit feu rapidement, une petite flamme orange dans sa paume. Elle l'approcha du sac de pâte qu'elle avait placé au pied de l'arbre, près de l'entrée de la ruche. La pâte s'enflamma immédiatement, produisant une fumée épaisse et âcre qui monta en volute vers les ouvertures où les abeilles entraient et sortaient. La réaction fut presque instantanée. Le bourdonnement collectif de la ruche changea de tonalité, devenant plus aigu, plus furieux. En quelques secondes, des dizaines puis des centaines d'abeilles sortirent en masse, tournoyant autour de l'arbre dans une nuée noire et menaçante. Céleste recula lentement, très lentement, en retenant son souffle. Elle avait enduit sa peau d'un mélange de boue et d'herbe qui masquait son odeur. Les abeilles passèrent près d'elle sans l'attaquer, cherchant la source de l'alarme, cherchant une menace à combattre. Elle se déplaça vers la deuxième ruche, située près du moulin à sucre. Même processus, même résultat. Une deuxième colonie entière se mit en état d'alerte, ajoutant son bourdonnement furieux au premier. Puis une troisième ruche, celle près des écuries. À ce stade, l'air lui-même semblait vibrer d'un son menaçant, un grondement d'insectes enragés qui se propageait dans toute la propriété. Maintenant venait la partie la plus dangereuse. Elle devait atteindre la grande maison,
déposer les vêtements imprégnés de l'odeur de Lavalière et Ridley près du bureau où il se trouvait, puis allumer les feux dans les champs. Tout cela dans les 15 prochaines minutes, avant que quelqu'un ne remarque les nuées d'abeilles et ne donne l'alarme. Elle courut, vraiment courut cette fois, abandonnant toute prudence pour la vitesse. Elle traversa le jardin potager, passa derrière les cuisines où les domestiques de la maison préparaient le dîner, et atteignit le buisson où elle avait caché les vêtements. Elle les récupéra et les disposa sur le rebord de la fenêtre du bureau, juste en dessous de la galerie du premier étage. Puis elle prit un des tissus imbibés de sa pâte spéciale et le frotta vigoureusement sur le cadre de la fenêtre, sur les planches de la galerie, partout où elle pouvait atteindre. À l'intérieur, elle entendait les voix. Lavalière et Ridley discutaient, leurs mots étouffés par les murs, mais leur ton clairement audible. Le maître était en colère, comme toujours ces derniers temps. Ridley répondait avec sa déférence habituelle, teintée de brutalité contenue. Ils ne se doutèrent de rien. Céleste redescendit et courut vers les champs. Le vent s'était levé exactement comme elle l'avait espéré. Un vent chaud du sud-est qui faisait onduler la canne avec un bruissement sec. Elle atteignit le point qu'elle avait choisi, à l'extrémité sud des champs, là où les tiges coupées étaient empilées en grandes meules, attendant d'être transportées. Elle alluma 3 foyers différents, espacés de quelques dizaines de mètres, utilisant ces derniers amadous. Le feu prit immédiatement dans la canne sèche, crépitant avec une joie vorace. Les flammes montèrent avec une rapidité terrifiante. En moins de 3 minutes, elles avaient gagné les rangées de cannes encore debout, se propageant avec le vent. La fumée commença à monter en colonnes grises qui se tordaient vers le ciel. C'est à ce moment que les premiers cris retentirent. Un surveillant à cheval aperçut le feu et hurla l'alarme. Les esclaves dans les champs levèrent la tête, virent les flammes, et une panique immédiate s'empara d'eux. Certains coururent vers le feu pour tenter de l'éteindre, d'autres s'enfuirent dans la direction opposée. Le chaos que Céleste avait imaginé commençait à se matérialiser. Mais elle n'avait pas fini. Elle courut vers la 4e ruche, celle située du côté est de la propriété, directement entre les champs en feu et la grande maison. Elle répéta son opération. Feu sous la ruche, fumée provoquant l'alarme, abeilles furieuses se déversant dans l'air, puis la 5e ruche, puis la 6e. À ce stade, le bruit était assourdissant. Le rugissement du feu, les cris des hommes et par-dessus tout, le bourdonnement collectif de dizaines de milliers d'abeilles enragées. La fumée du feu portait l'odeur de la canne brûlée, mais aussi les composés chimiques de la pâte que Céleste avait préparée. Cette fumée, poussée par le vent, dérivait vers la grande maison, enveloppant les bâtiments, saturant l'air des phéromones d'alarme que les abeilles reconnaissaient comme un signal d'attaque. Édouard Lavalière sortit en trombe de son bureau sur la galerie, attiré par le bruit et la fumée. Amos Ridley était juste derrière lui. Ils se figèrent en voyant le spectacle devant eux. Les champs en flammes, la fumée noire montant en volutes massives, et surtout les nuées d'abeilles qui convergeaient vers la maison comme attirées par un aimant invisible. Lavalière n'eut pas le temps de comprendre ce qui se passait. La première vague d'abeilles l'atteignit en quelques secondes. Elles se jetèrent sur lui avec une fureur qui dépassait tout ce qu'il avait jamais imaginé. En quelques instants, son visage, ses mains, toute partie exposée de son corps était couvert d'insectes qui piquaient encore et encore. Il hurla, battit l'air avec ses bras, essaya de courir, mais les abeilles le suivaient, attiré par l'odeur que Céleste avait soigneusement déposée sur les vêtements et les surfaces qu'il touchait. Ridley subit le même sort. Il essaya de rentrer dans la maison mais trébucha sur les marches, tomba et les abeilles le recouvrirent comme un manteau vivant. Ses cris se mêlèrent à ceux de Lavalière dans une cacophonie de terreur absolue. Les autres blancs présents sur la propriété tentèrent de venir en aide, mais ils furent eux aussi attaqués. Les abeilles, maintenant dans un état de frénésie collective, ne distinguaient plus vraiment leur cible. Elles attaquaient tout ce qui bougeait, tout ce qui représentait une menace. Les domestiques de la maison s'enfuirent en hurlant.
Les surveillants à cheval furent désarçonnés quand leurs montures, piquées à leur tour, se cabrèrent et partirent au galop dans toutes les directions. Pendant ce temps, le feu continuait sa progression inexorable. Poussé par le vent, il avait maintenant atteint les bâtiments secondaires, le hangar à outils, les écuries, le moulin à sucre. Les flammes léchaient les structures en bois sec, les réduisant en cendres en quelques minutes. La chaleur était si intense qu'elle créait son propre vent, un souffle chaud qui accélérait encore la propagation. Les esclaves, dans leur majorité, avaient compris qu'il ne s'agissait pas d'un simple accident. Ils voyaient les abeilles attaquer sélectivement les blancs. Ils voyaient le feu se propager d'une manière trop organisée pour être naturelle. Certains commencèrent à fuir, profitant du chaos pour s'échapper vers les marécages. D'autres restèrent figés, terrifiés et fascinés par la destruction qui se déroulait sous leurs yeux. Et quelques-uns, les plus braves ou les plus désespérés, se mirent à aider les flammes, jetant des torches improvisées sur les structures qui n'avaient pas encore pris feu. Céleste, elle, se tenait à la lisière du champ, à distance de sécurité du feu et des abeilles. Elle regardait son œuvre avec un mélange de satisfaction terrible et de tristesse profonde. Elle voyait Édouard Lavallière s'effondrer sur la galerie, son corps tellement couvert d'abeilles qu'on ne distinguait plus sa forme. Elle voyait Ridley ramper vers la porte de la maison, laissant derrière lui une traînée de sang. Elle voyait la fumée noire monter vers le ciel comme une colonne de jugement. Elle savait qu'elle allait mourir. Il n'y avait aucune issue pour elle. Même si elle fuyait maintenant, elle serait traquée, capturée, exécutée de la manière la plus atroce possible. Mais cela n'avait pas d'importance. Elle avait fait ce qu'elle devait faire. Elle avait rendu coup pour coup, douleur pour douleur. Elle avait démontré que même les plus opprimés, les plus privés de pouvoir, pouvaient encore frapper ceux qui les torturaient. Elle ne savait pas encore que Lavallière allait mourir cette nuit-là. Son corps gonflé par les centaines de piqûres, son cœur incapable de résister au choc toxique. Elle ne savait pas que Ridley, bien qu'il survive, resterait aveugle et défiguré pour le reste de ses jours, hanté par des cauchemars où des essaims noirs le poursuivaient à travers des champs en flammes. Elle ne savait pas que la plantation Belle-Rive ne se remettrait jamais de cette journée, que la famille Lavallière serait ruinée, que les créanciers saisiraient ce qui restait de la propriété, que jamais plus aucune culture n'y serait tentée. Mais elle pouvait le deviner. Elle pouvait voir dans la colonne de fumée noire, dans les flammes qui dévoraient tout, dans la terreur sur les visages des Blancs en fuite, que quelque chose d'irréversible s'était produit. Un coup avait été porté. Pas seulement contre Belle-Rive, mais contre l'illusion de contrôle absolu, contre l'idée que les esclaves étaient des objets passifs, contre tout le système qui reposait sur la peur et la soumission. Si vous ressentez des frissons en ce moment, n'hésitez pas à laisser un commentaire et à nous dire ce que vous pensez qu'il va arriver à Céleste. Est-ce qu'elle va s'échapper? Est-ce que son plan va rester secret? Les jours qui suivirent l'incendie de Belle-Rive furent marqués par une confusion totale. Les autorités de St. James Parish arrivèrent avec un jour de retard, alertées par la fumée visible à des kilomètres. Ce qu'elles trouvèrent dépassait tout ce qu'elles auraient pu imaginer. Une plantation ravagée de fond en comble, des bâtiments réduits en cendres, des champs calcinés sur près de la moitié de la propriété, et surtout, une population d'esclaves dont beaucoup avaient disparu dans les marécages environnants. Édouard Lavallière fut enterré 3 jours plus tard dans le cimetière familial de la Nouvelle-Orléans. Son corps, tellement enflé par les piqûres d'abeilles qu'il était méconnaissable, fut placé dans un cercueil fermé. L'autopsie, menée par un médecin de la ville, compta plus de 230 piqûres. Sa mort fut attribuée à une réaction toxique massive, ce que nous appellerions aujourd'hui un choc anaphylactique sévère. Le médecin nota dans son rapport que jamais il n'avait vu un corps aussi attaqué par des insectes. Il spécula que le maître avait dû, d'une manière ou d'une autre, provoquer plusieurs ruches simultanément, mais les circonstances exactes restaient inexpliquées. Amos Ridley survécut, mais sa vie fut brisée. Les piqûres avaient atteint ses yeux, provoquant une inflammation si sévère qu'il perdit la vue complètement.
De plus, les toxines avaient endommagé son système nerveux, le laissant avec des tremblements permanents et des douleurs chroniques. Il quitta la Louisiane quelques mois plus tard, retournant dans sa famille au Kentucky, où il vécut encore 15 ans dans une semi-invalidité, refusant obstinément de parler de ce qui s'était passé à Belle-Rive, se réveillant toutes les nuits en hurlant, poursuivi par des cauchemars d'insectes et de feu. Quant à Céleste, son destin fut plus étrange et plus ambigu que quiconque aurait pu le prédire. Dans le chaos qui suivit l'incendie, personne ne pensa immédiatement à elle. Les enquêteurs se concentrèrent d'abord sur l'hypothèse d'un accident, un feu accidentellement déclenché dans les champs secs qui aurait ensuite perturbé les ruches d'abeilles sauvages, créant une réaction en chaîne catastrophique. Cette explication, bien que peu satisfaisante, fut celle qui prévalut officiellement. Mais Céleste savait qu'elle ne pouvait pas rester. La nuit même de l'incendie, alors que tout le monde était encore sous le choc, elle disparut dans les marécages. Elle connaissait ces terres mieux que les patrouilleurs blancs, ayant passé des années à observer chaque chemin, chaque passage à travers les eaux stagnantes. Elle se déplaça vers le nord, évitant les routes, dormant dans les cyprières, se nourrissant de ce qu'elle trouvait. Ce que personne ne sut pendant longtemps, ce qui ne fut découvert que bien des années plus tard à travers des témoignages fragmentaires recueillis après la guerre civile, c'est que Céleste atteignit finalement le Mississippi et réussit à traverser vers l'Illinois, un État libre. Comment une femme seule, sans ressources, marquée comme esclave fugitive, put accomplir un voyage aussi périlleux reste un mystère même aujourd'hui. Certains témoignages suggèrent qu'elle fut aidée par un réseau clandestin de Quakers qui opérait le chemin de fer souterrain. D'autres affirment qu'elle voyagea déguisée en homme libre, utilisant des papiers falsifiés qu'elle aurait obtenus de manière inconnue. Ce qui est établi avec plus de certitude, c'est qu'en 1860, 4 ans après l'incendie de Belle-Rive, une femme répondant à sa description vivait dans une petite communauté d'affranchis près de Springfield, Illinois. Elle utilisait un nom différent, mais plusieurs détails correspondent. L'âge approximatif, les cicatrices sur le dos dues aux coups de fouet, et surtout, une connaissance remarquable de l'apiculture. Cette femme, selon les registres locaux, tenait plusieurs ruches et vendait du miel au marché. Elle vivait seule, parlait peu et refusait toujours de discuter de son passé. Un témoignage particulièrement troublant vient d'un journal tenu par un pasteur abolitionniste de la région. En 1862, pendant la guerre civile, il nota avoir rencontré une femme âgée dans sa congrégation qui lui aurait confié, sous le sceau de la confession, avoir fait justice contre ses oppresseurs en utilisant les créatures de Dieu. Le pasteur, intrigué mais respectueux du secret de la confession, ne nota pas son nom, mais décrivit ses yeux comme porteurs d'une force et d'une détermination que j'ai rarement vues, même chez les hommes les plus braves. Retournons maintenant à Belle-Rive. Dans les mois qui suivirent l'incendie, les créanciers de Lavallière saisirent ce qui restait de la propriété. Mais personne ne voulut l'acheter. Les rumeurs circulaient dans toute la paroisse. La plantation était maudite, les abeilles y étaient devenues folles. Quiconque essaierait de la recultiver subirait le même sort. Ces superstitions, bien que non fondées sur des faits vérifiables, eurent un effet réel. Belle-Rive resta abandonnée. Les esclaves survivants furent vendus à différentes plantations de la région, dispersés pour éviter qu'ils ne parlent entre eux de ce qui s'était passé. Mais les histoires circulèrent quand même, de bouche à oreille, dans les quartiers d'esclaves de toute la Louisiane. L'histoire d'une femme qui avait utilisé les abeilles pour détruire une plantation devint une légende, transformée et embellie à chaque répétition. Dans certaines versions, elle commandait aux abeilles par la magie. Dans d'autres, elle avait fait un pacte avec des esprits. Mais pour ceux qui la racontaient, le message sous-jacent était toujours le même. La résistance était possible, même face à l'oppression la plus totale. Les autorités louisianaises, conscientes du danger que représentaient de telles histoires, tentèrent de les supprimer. Des patrouilles furent renforcées, les rassemblements d'esclaves encore plus strictement contrôlés. Plusieurs personnes soupçonnées de répandre l'histoire de Belle-Rive furent punies publiquement. Un code de silence fut tacitement imposé, on ne parlait pas de l'incident,
on ne posait pas de questions. En 1864, pendant la guerre civile, alors que la Louisiane était partiellement occupée par les forces de l'Union, un journaliste nordiste tenta d'enquêter sur l'histoire de Belle-Rive. Il avait entendu des rumeurs d'un soulèvement d'esclaves ayant utilisé des méthodes inhabituelles. Il se rendit sur place et trouva la plantation toujours en ruine. Les bâtiments étaient effondrés, envahis par la végétation. Les champs étaient redevenus sauvages. Et surtout, il nota la présence de nombreuses ruches d'abeilles dans les arbres et les structures abandonnées. Les quelques personnes qu'il put interroger dans les plantations voisines refusèrent de parler, soit par peur, soit par un pacte de silence qu'il ne put briser. Son article, publié dans un journal abolitionniste de Boston, fut l'une des rares traces écrites de l'événement à l'époque. Il spéculait que l'incendie avait été délibéré, possiblement un acte de sabotage par les esclaves, mais il n'avait aucune preuve concrète. Son article fut largement ignoré, noyé dans le flot d'informations sur la guerre qui faisait rage. Après la guerre et l'abolition de l'esclavage, plusieurs tentatives furent faites pour racheter et recultiver Belle-Rive. Toutes échouèrent de manière inexplicable. La première famille qui essaya abandonna après seulement 3 mois, affirmant que les abeilles rendaient le travail impossible. Une deuxième tentative en 1870 fut stoppée après qu'un contremaître fut attaqué et grièvement blessé par un essaim. Une troisième, en 1875, aboutit à un nouvel incendie mystérieux qui détruisit les nouvelles constructions. Progressivement, une réputation sinistre s'attacha au lieu. Les gens locaux commencèrent à l'éviter. Des histoires circulaient sur des sons étranges la nuit, des bourdonnements qui semblèrent venir de nulle part, des ombres qui se déplaçaient dans les ruines. Était-ce de simples superstitions, l'effet psychologique des histoires répétées? Ou y avait-il quelque chose dans la terre elle-même, dans les ruches qui continuaient à prospérer là où tout le reste mourait, qui maintenait la malédiction? En 1890, une étude scientifique fut menée par un naturaliste de l'université Tulane, intrigué par les rapports d'une concentration inhabituelle d'abeilles à Belle-Rive. Il découvrit effectivement 7 colonies majeures prospérant sur la propriété abandonnée. Ce qui le surprit le plus fut l'agressivité extraordinaire de ces abeilles. Même avec un équipement de protection, il fut attaqué à plusieurs reprises. Il nota dans son rapport que ces abeilles semblaient avoir développé un comportement défensif exceptionnellement prononcé, bien au-delà de ce qui était normal pour l'espèce. Il spécula que plusieurs générations de sélection naturelle dans un environnement sans intervention humaine avaient favorisé les traits les plus agressifs. Mais il ajouta une remarque étrange à la fin de son rapport. On pourrait presque croire que ces créatures ont gardé la mémoire des événements de 1856, comme si la violence de cette journée avait laissé une empreinte dans leur comportement collectif. Bien sûr, scientifiquement, cela est impossible. Les abeilles ne vivent que quelques semaines. Aucune mémoire individuelle ne peut persister à travers les générations. Et pourtant, le sentiment persiste que quelque chose de l'ancienne fureur habite toujours ce lieu. Au début du XXe siècle, Belle-Rive était complètement revenue à l'état sauvage. La forêt avait repris ses droits, engloutissant les dernières traces de la plantation. Les fondations de la grande maison disparurent sous les ronces et les jeunes arbres. Les champs où avait poussé la canne redevinrent des marécages. Et les abeilles continuèrent à prospérer, leurs descendants lointains maintenant le territoire avec une vigilance implacable. Il existe aujourd'hui, dans les archives de la paroisse de St. James, un dossier mince et incomplet sur Belle-Rive. Il contient quelques actes de propriété, un rapport bref sur l'incendie de 1856 et une liste partielle des esclaves qui y travaillaient. Parmi ces noms, on trouve une Céleste, achetée en 1853, sans autre information. Son sort après l'incendie est marqué comme inconnu, fugitive présumée. Mais dans les communautés afro-américaines de Louisiane, l'histoire persiste sous différentes formes. Certains la racontent comme un conte moral sur la résistance. D'autres comme une légende sur une femme possédant des pouvoirs mystérieux. Quelques-uns, les plus vieux,
Ceux dont les arrière-grands-parents ont connu l'esclavage la racontent différemment. Ils disent qu'elle était simplement une femme qui avait refusé d'accepter l'inacceptable, qui avait utilisé son intelligence et ses connaissances pour frapper un coup que personne n'oublierait jamais. En 1920, une vieille femme noire mourut dans un hospice de Chicago. Elle avait près de 100 ans selon les estimations et avait vécu ses dernières années dans une pauvreté digne. Les religieuses qui s'occupaient d'elle notèrent qu'elle avait gardé jusqu'à la fin une petite boîte en bois qu'elle ne laissait jamais personne toucher. Après sa mort, lorsqu'elles l'ouvrirent, elles trouvèrent à l'intérieur un morceau de tissu taché, quelques morceaux de cire d'abeille et un petit carnet où était écrit en français d'une écriture maladroite mais déterminée. Pour mes enfants que je n'ai jamais revus, pour tous ceux qui ont souffert, que cette histoire ne soit jamais oubliée. Ce carnet fut perdu dans les années qui suivirent, mais une des religieuses en avait copié quelques passages qu'elle garda toute sa vie. Avant sa propre mort, en 1953, elle les transmit à un historien qui s'intéressait à l'histoire des esclaves américains. Ces passages, traduits et publiés dans une revue académique obscure, constituent le seul témoignage direct possible de Céleste elle-même. Dans ces lignes, elle décrit Bellerive, son plan, l'exécution de sa vengeance. Elle n'exprime aucun remords, aucun regret, seulement une froide satisfaction d'avoir fait ce qui devait être fait. Aujourd'hui, si vous cherchez Bellerive sur une carte de la Louisiane, vous ne la trouverez pas sous ce nom. La terre a été découpée, revendue, intégrée à d'autres propriétés. Mais les vieux de la région peuvent encore vous montrer un certain méandre du Mississippi, une certaine étendue de forêts marécageuses, où, disent-ils, les abeilles sont particulièrement nombreuses et agressives, où les gens évitent de s'aventurer sans bonne raison, où parfois, lors des soirées d'été étouffantes, on peut entendre un bourdonnement qui semble venir de partout et de nulle part à la fois. L'histoire de Céleste et de Bellerive soulève des questions qui dépassent le simple récit d'un acte de vengeance. Comment les opprimés résistent-ils quand toutes les voies légitimes de résistance sont fermées? Jusqu'où une personne peut-elle être poussée avant qu'elle ne rompe? Et surtout, qu'est-ce que la justice quand le système légal lui-même est l'instrument de l'injustice? Ces questions résonnaient en 1856 et elles résonnent encore aujourd'hui. Le système esclavagiste américain était soutenu par la loi, défendu par la force, justifié par la religion et la science de l'époque. Pour ceux qui y étaient pris, il n'y avait aucun recours légal, aucun appel possible, aucune justice à espérer des institutions. Dans ce contexte, l'acte de Céleste n'était pas celui d'une criminelle mais celui d'une femme qui prenait en main sa propre libération par les seuls moyens qui lui restaient. L'utilisation des abeilles comme arme révèle également quelque chose de profond sur la résistance des esclaves. Privés de tout pouvoir conventionnel, sans accès aux armes, sans possibilité d'organisation ouverte, ils devaient faire preuve d'une créativité terrible pour frapper leurs oppresseurs. Céleste transforma des connaissances traditionnelles, transmises de génération en génération malgré tous les efforts pour les effacer, en un instrument de justice. Elle utilisa la nature elle-même, les créatures que les maîtres ignoraient ou méprisaient, pour accomplir ce qu'aucun esclave n'était censé pouvoir faire, détruire une plantation entière et tuer son propriétaire impunément. Car c'est bien cela qui rend l'histoire de Bellerive si troublante pour ceux qui la découvrent. Céleste ne fut jamais punie. Elle échappa, disparut, vécut peut-être jusqu'à un âge avancé en liberté. Le système qui était censé maintenir un contrôle total, qui prétendait pouvoir écraser toute résistance, fut mis en échec par une seule femme armée seulement de son intelligence et de sa détermination. Vous êtes arrivé à la fin de cette histoire qui, je l'espère, vous a fait frissonner et réfléchir. Pensez-vous que les événements de Bellerive se sont réellement produits? Que Céleste a vraiment existé? Dites-le nous dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner pour plus d'histoires inquiétantes tirées des coins les plus sombres de notre histoire. Et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui aime les mystères qui ne peuvent jamais être complètement résolus. À bientôt pour une nouvelle plongée dans les secrets enfouis du passé.
Il existe une note finale, découverte en 1978 par un chercheur qui compilait des témoignages oraux d'anciens esclaves et leurs descendants. Un homme très âgé, arrière-petit-fils d'un esclave qui avait travaillé à Bellerive et survécu à l'incendie, raconta une version de l'histoire que son grand-père lui avait transmise. Selon ce témoignage, dans les jours qui précédèrent l'incendie, une femme aurait parlé à un petit groupe de personnes de confiance. Elle ne leur aurait pas révélé son plan exact, mais elle leur aurait dit quelque chose qui resta gravé dans leur mémoire. Les maîtres pensent que nous ne sommes rien, que nous ne pouvons rien. Ils pensent que la nature elle-même leur appartient, que même les plus petites créatures sont à leur service. Mais ils se trompent, la nature ne sert personne, elle cherche seulement l'équilibre. Et quand l'équilibre est rompu trop longtemps, elle trouve toujours un moyen de le restaurer. Le vieil homme qui rapportait ces paroles ajouta « Mon grand-père disait qu'après cette journée, tous ceux qui étaient à Bellerive comprirent quelque chose. Ils comprirent qu'il y avait toujours un moyen de riposter, toujours une façon de se battre, même quand on vous a tout pris. » Et cette compréhension se propagea de plantation en plantation, portée par les esclaves vendus ailleurs, par les histoires racontées la nuit, par les chansons codées qu'on chantait dans les champs. La peur changea de camp, ne serait-ce qu'un peu, ne serait-ce que pour un moment. Et c'est peut-être cela finalement, l'héritage le plus durable de Céleste et de Bellerive. Non pas la destruction d'une seule plantation, aussi satisfaisante qu'elle ait pu être pour ceux qui avaient souffert là-bas, mais l'idée, plantée dans des centaines puis des milliers d'esprits, qu'aucun système d'oppression n'est invulnérable, que l'intelligence et la détermination peuvent triompher même face aux obstacles les plus insurmontables, que les chaînes, aussi lourdes soient-elles, ne peuvent jamais enchaîner complètement l'esprit humain. Les abeilles de Bellerive, qu'elles soient réelles ou symboliques, continuent à bourdonner dans notre mémoire collective. Elles nous rappellent que la nature elle-même peut devenir l'allié des opprimés. Que les plus petites créatures, quand elles agissent en concert guidées par une intelligence supérieure, peuvent terrasser les plus puissants. Et que la justice, même lorsqu'elle est refusée par les lois humaines, trouve parfois son propre chemin. La vérité historique complète de cette histoire ne sera probablement jamais établie avec certitude. Les documents sont trop fragmentaires, les témoignages trop indirects, le temps a effacé trop de traces. Mais peut-être est-ce approprié. Peut-être que certaines histoires sont destinées à exister à la frontière entre le fait et la légende, entre l'histoire documentée et le mythe nécessaire. Car dans cet espace ambigu, elles conservent leur pouvoir de nous interpeller, de nous questionner, de nous faire réfléchir aux grandes questions de la justice, de la résistance et de la dignité humaine. Si vous vous promenez aujourd'hui le long du Mississippi en Louisiane, si vous vous aventurez dans ces forêts marécageuses où la mousse espagnole pend des chênes comme des linceuls verts, écoutez attentivement. Peut-être entendrez-vous, porté par le vent humide, un bourdonnement qui semble chanter une chanson très ancienne. Une chanson de colère et de vengeance, de souffrance et de triomphe, de mort et de libération. La chanson des abeilles de Bellerive qui n'ont jamais oublié.